Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus sur cette antenne, plus précisément sur la 98.7 pour décortiquer l'actualité politique au Sénégal. Nous saluons au passage tous nos fidèles auditeurs, le personnel de Océan FM et particulièrement le directeur de la radio et le journal 24 heures, M. Abdoulaye Diop. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahima Diadje Hindaba, analyste politique et le consultant principal de l'émission. Bonjour, M. Ba. Bonjour, Abdou. C'est un plaisir de vous retrouver encore. Vous pouvez saluer nos chers auditeurs. Le plaisir est partagé. Mais merci beaucoup. C'est un plaisir encore de plus répondre à votre invitation. Je suis tout le temps ravi de venir échanger avec vous, surtout en ce qui concerne l'actualité nationale, surtout l'actualité politique. J'en profite aussi pour dire bonjour au directeur général, Abdoulaye Diop, mon jeune frère, sans oublier les techniciens et tout le personnel de Océan FM. Et le grand Salif Faye également. Et le grand Zal, qui est mon ami, mon jeune frère. Merci. Qui m'invite souvent aussi sur sa télévision là. Donc je le salue lui aussi. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être toujours là, échanger avec vous, surtout pour en ce qui concerne le pays. D'abord aussi, il faut prier pour le Sénégal, pour toute la Oumma mondiale, pour ce jour de Ashura, plus particulièrement dans le cadre général appelé Tamkharit. On prie la paix pour le Sénégal et surtout la réussite et tout le nécessaire. Le plaisir est partagé, M. Ba. Alors, ma toute première question, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait face à la presse locale tout récemment. L'un des sujets abordés à cette occasion, les fonds politiques, qui a fait le tollé ces temps-ci. Alors, c'est quoi les fonds politiques? Mais bon, avant tout, permettez-moi quand même d'apprécier un peu cette rencontre. Merci. De la presse et le président de la République. C'est pas trop évident pour quelqu'un qui vient tout juste de faire 3 mois. Et je crois que c'était pas pour faire un bilan, mais c'était tout simplement pour montrer aux Sénégalais que je suis en train d'observer une rupture. Rendre compte surtout. Oui, éclaircir certains points, et c'est important. Et ce qu'on avait l'habitude de voir, je ne vous coupe pas, alors que les premières déclarations des présidents se faisaient à l'extérieur. Ça, voilà. Également, c'est un... Mais je le dis, d'ailleurs, je le dis souvent, qu'on avait l'habitude quand même, le président de la République, après son élection, souvent il se rend toujours en France pour aller dire bonjour au président de la République française. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Il a préféré quand même aller dans les zones limitrophes. Alors donc, c'est une rupture. Tout à fait. Calculons ça considérons ça comme une rupture. Ses premiers voyages, il l'a fait en Afrique, avec les pays limitrophes. Oui, justement. Ensuite, après les pays limitrophes, il est allé un peu vers la sous-région. Oui, c'est ça. La Côte d'Ivoire et autres. Donc tout ça, c'est une rupture. Et pratiquement, il a terminé en France avec le pays colonisateur. En France, ce n'était même pas une visite officielle, c'était tout simplement une réunion je ne sais pas, de comité pour les vaccins et consorts. Et il en a profité quand même pour rencontrer le président de la République. Et ça, c'est un signal fort. C'est un signal fort pour nous et pour les Français aussi. Tout à fait. Alors donc, le fait qu'il rencontre, d'ailleurs, il l'a expliqué lors de sa conférence de presse. Il a été invité par la presse étrangère. Il a dit carrément que je préfère ne pas me prononcer avec cette presse. Je préfère, pour ma première sortie, quand même,
la dédier quand même à la presse nationale. À la presse locale. Alors, donc, cette presse aussi qui était là-bas, je crois que le choix était un choix adéquat, parce que ce n'étaient pas des journalistes de moyenne. Tout à fait. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'était des journalistes de renom. Professionnels. Oui. Très professionnels. Alors, donc aussi, sans compter que c'était une bonne presse, parce que si on fait la distinction de ces trucs-là, de ces agences de presse, il y avait Walfadjri, il y avait Sud FM, il y avait la RTS, il y avait GFM, il y avait même les réseaux sociaux, etc. Et je crois que Sans Limite était là-bas. Donc la crème. C'était une crème. La crème de la presse. C'est pourquoi quelqu'un qui a dit que c'était une dictée préparée, je dis que ça vraiment c'est sous-estimer nos journalistes. Rien n'a été préparé sur ça. Tout à fait. Et même si on avait invité toute la presse sénégalaise, elle n'aurait pas posé des questions plus pertinentes que celles qui ont été posées. Mais ils ont touché les points sensibles. Mais justement, ce que les questions sur lesquelles les Sénégalais se posaient, ils les ont posées. Tout à fait. Et le président aussi, je crois que, à mon avis, personnellement, il a répondu à toutes les questions. Tout à fait. Ça a été très clair. Que ça plaise ou pas, ça a été très clair. Tout à fait. Donc, quoi qu'on puisse dire, c'était une rencontre qui a édifié beaucoup de choses, qui a clarifié beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi son humilité. Et il était quand même... J'ai vu quelqu'un de très pondéré, quelqu'un qui est humble. De très sûr de lui-même. Justement, c'est ce que je voulais dire, très confiant. Et un président confiant, il rassure son peuple. Et c'est ce que j'ai vu. D'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté de lui depuis sa prestation de service. Alors, on voit un président très serein, un président qui sait ce qu'il dit, un président très réfléchi. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Je crois qu'ils se sont préparés en conséquence. Ils étaient persuadés qu'il allait prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire qu'ils ont appris, ils ont compris beaucoup de choses avant d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, la raison en est qu'ils sont arrivés tout juste, ils sont devenus des hommes d'État. Tout à fait. Ils sont passés par aucun poste d'hommes d'État, mais heureusement, arrivés au pouvoir, tu les vois comme des hommes d'État. Et les gens avaient peur au départ en disant que, alors, ces nouveaux venus-là, le président de la République particulièrement et son premier ministre, alors, n'ont jamais postulé à des postes. Ils n'ont jamais géré des postes de responsabilité de haut niveau. Malheureusement, les Sénégalais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les gens qui ont eu à gérer des postes de responsabilité de haut niveau, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont démontré? Qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, vraiment, je crois que ça, c'est... Ils sont très bien encadrés aussi. Qu'on le veuille ou pas, ou bien qu'on le comprenne ou pas, il faut savoir qu'ils sont bien encadrés. Tout à fait. Il y a des cadres tapis dans l'ombre qui les conseillent. Très expérimentés. Mais bien sûr, ça il faut le savoir. Et avec ce maillage-là, vraiment, ça donne quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, si on vient à la question... Merci pour cette parenthèse, c'est important. Alors, maintenant, si on vient à la question, vous avez parlé de fonds politiques. De fonds politiques. Bon, les fonds politiques, quoi qu'on puisse dire, c'est une question d'appellation. Au début, c'était la caisse noire. Après, les fonds politiques, les fonds spéciaux, comment dirais-je encore, les fonds secrets. Donc, c'est des rubriques. C'est des rubriques dans le budget qu'on a alloué au président de la République. En son temps, c'était la caisse noire. D'autant plus que le président de la République, sa rémunération tourne autour de presque 5 millions. Vous savez, pour un président de la République, ça, c'est pas un salaire. Tout à fait. Donc, le président de la République, en tant que... Ça tourne autour de 5 millions. Mais ça me fait même penser... Et on voit les entraîneurs d'équipe nationale qui ont plus de 40 millions par mois. Plus de 40 millions par mois. Parce que c'est la loi. C'est la loi. C'est extraordinaire. Alors, ça. Eux, c'est des fonctionnaires. Donc, ils sont régis par des lois. Là-bas, les entraîneurs, ça, c'est des privés. Il faut négocier. Voilà, donc, voilà la différence. Okay. Donc, c'est comme, par exemple, dans une entreprise, quelqu'un qui est recruté et quelqu'un qui est en contrat. Des fois, celui qui est contractuel touche beaucoup plus que celui qui est, comment dirais-je, embauché. Ok. C'est ça. Alors donc ces fonds politiques, comme je te l'ai dit, c'est des rubriques dans le budget
de la présidence, dans le budget de la présidence, alors à lui, au président de la République. Ça dépend de lui maintenant. Tout à fait. Il peut s'en servir comme il veut. Parce que c'est la loi qui lui a donné ça. Tout à fait. C'est régi par la loi. Alors donc maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le président, il a tout juste moins de 5 millions. Donc, il lui faut nécessairement une indépendance financière pour qu'il puisse quand même... parce que ces fonds politiques, c'est pourquoi? C'est pour des cas sociaux, cas personnels. Tout à fait. Donc... il y a des urgences souvent qu'il doit régler. Même au-delà de la nation. Il peut même aider un chef d'État, il peut même aider un autre pays. Tout à fait. Il peut même aider d'autres choses, il peut même faire d'autres choses. Ça, c'est pour ses besoins personnels. Tout à fait. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est une nécessité. Ce n'est pas seulement le président de la République qui l'a, le Premier ministre, il l'a. Le président de l'Assemblée, il l'a. Tous les chefs des grandes institutions, non? Oui, le Haut Conseil. Mais justement, ils l'ont tous. Oui. Donc vraiment, supprimer ça comme les gens l'imaginent, je ne sais pas, c'est une question que tu vas me poser tout à l'heure. Tout à fait. Ce serait quand même une erreur. Oui. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il a trouvé, une fois arrivé au pouvoir, que les caisses des fonds politiques sont vides. Oui. Est-ce que réellement les régimes précédents, surtout celui du président Macky Sall, utiliser ces fonds-là à bon escient? C'est ça le véritable problème. Bon, mais on ne peut pas les empêcher quand même de les utiliser comme ils veulent. Mais ça devrait être rationnel quand même. Oui, à bon escient. À bon escient, Tout à fait. justement. C'est ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, lui, personnellement, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé les fonds politiques d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé les fonds politiques avec Diouf. Et pourquoi lui, il n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il a débordé. Il a fait ce qu'il ne devrait pas. Parce que la politique, c'est pour 12 mois. C'est pour 12 mois. Alors si en 4 mois, 5 mois, il n'y a plus rien, parce que même si le président dit que je n'ai pas trouvé de fonds politiques, bon, c'est peut-être les gens ont une compréhension, ça veut dire que la caisse est vide. Non, c'est fort possible pour 7-8 millions, tu viens, tu trouves 8 milliards, tu viens, tu trouves 2 milliards, pour une durée de 3 mois, 6 mois, ça veut dire que tu n'as rien trouvé. Parce que c'est voté pour 12 mois. Donc si en 6 mois, 5 mois, il n'y a plus rien, tu ne trouves que 2 milliards ou quelque chose comme ça, ça veut dire que vraiment, on a tout amené. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui disent que ici on constate que ces fonds politiques étaient destinés à financer les activités de son parti politique, le régime passé, à corrompre certains hommes politiques, à se plier sur certaines décisions et à même dissuader certains magistrats à compromettre certaines lois? Quelle analyse? Les fonds politiques servent à tout. Ça, c'est l'argent du président de la République. Il en fait ce qu'il veut. Comme tout ce que tu viens de citer, il peut en faire avec. Donc ça, c'est son argent à lui. Donc il peut se permettre de tout. Parce qu'il n'y a pas de contrôle dans ce sens. Alors tout ce qu'on peut contrôler, c'est dans le budget. On te dit que voilà les fonds, voilà le budget que tu as. Chaque trimestre, tu as tant, chaque trimestre, tu as tant. Donc, quand tu prends pour un trimestre, il faut attendre, si c'est fini, il faut attendre l'autre trimestre. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont scindé cela, pour qu'ils puissent quand même avoir la possibilité de pouvoir toujours prendre de l'argent. Comment? Il y a des fonds politiques, des fonds spéciaux, des fonds secrets, etc. Là, de ce fait, c'est réparti en trois trucs, en trois tranches, ou 2 tranches, pour que tu puisses quand même prendre, pendant un trimestre, tu prends, tu peux en avoir besoin avant la fin de ce trimestre, et comme il faut attendre l'autre trimestre, tu prends dans l'autre fonds. Okay. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Alors, le président Bassirou Diomaye Faye, une promesse électorale. Le président Diomaye avait promis de supprimer ces fonds politiques en les remplaçant par des fonds spéciaux. C'est quoi la différence entre fonds politiques et fonds spéciaux? Bon, justement, bon,
Fonds politiques et fonds spéciaux, c'est toujours dans le cadre, de l'utilisation. C'est toujours dans le cadre de l'utilisation. Alors donc, peut-être il va être beaucoup plus, comment dirais-je, démocratique, clair sur l'utilisation des fonds, en confiançant par exemple à un comité, pour que tout le monde sache que les fonds ont été utilisés de cette manière ou bien de cette façon. Peut-être c'est ça. Donc, pour qu'il y ait une clarté sur l'exécution de ces fonds-là. Voilà. Je crois que c'est tout simplement ça. Moi, je crois que peut-être même on l'appelle fonds secrets, etc. Parce que tout ce qu'ils font avec, ils ne sont pas obligés quand même de dévoiler ça ou bien de le raconter. Alors donc, mais pourvu que, par exemple, qu'ils puissent l'utiliser à bon escient, comme tu viens de le dire tout à l'heure. C'est ça la différence. Alors, l'Assemblée nationale est composée presque pour la moitié des députés de l'opposition. Alors, concrètement, des avancées considérables pouvaient être réalisées si l'opposition au Parlement décide de mener une bataille authentiquement démocratique portée vers la défense des intérêts du peuple. N'est-ce pas? Alors, elle pouvait, cette opposition, commencer par une loi contrôlant les fonds spéciaux sous Macky Sall. Ils ne l'ont pas fait. Vous en dites quoi? Mais l'Assemblée nationale ne peut pas contrôler les fonds, d'autant plus que ils ont voté. Maintenant, pour l'utilisation, ils ne peuvent pas. C'est comme si, par exemple, ton patron, comment dirais-je, contrôle comment tu utilises ton salaire. C'est ça. Parce que les fonds politiques, pratiquement, c'est le salaire du président de la République. Une fois que c'est voté à l'Assemblée nationale, maintenant, au niveau de l'utilisation, vraiment, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir là-dessus. Et le président il ne rend pas compte. Il ne rend pas compte. Il ne rend compte à personne. Il ne rend compte à personne. Alors, les fonds politiques secrets sont une survivance de la colonisation. En 1960, ils s'élevaient à 35 millions. Ils ont grimpé pour atteindre 17 milliards de nos jours. Ça, c'est une information que j'ai trouvée quelque part. Alors, les régimes successifs à la tête du Sénégal les ont maintenus pour se soustraire à la reddition des comptes. Et ça, c'est important. Et maintenir un clientélisme politique. Est-ce qu'il n'est pas temps d'y mettre fin? Mais bon, tout est possible. C'est possible si toutefois que, par exemple, nous sommes tous d'accord pour que ces fonds-là soient contrôlés. Mais je crois que le président est d'accord là-dessus. Il veut bien que tout le monde comprenne comment ces fonds sont utilisés. Vous venez de dire qu'en son temps, vers les années 60, c'était 35 millions. 35 millions. Mais il faut voir le budget, c'était combien? Le budget a évolué entre-temps. Aujourd'hui, le budget que nous avons, il est à 7 milliards. 7 000 milliards, autant pour moi. 7 000 milliards. 7 000 milliards, il faut voir en son temps le budget était de combien. Donc les choses évoluent selon le temps, selon les moyens, etc. Avec les ressources naturelles et tout. 7 milliards, c'est une somme colossale. Hein? Bon. Même si c'est à nos jours, c'est une somme colossale. Je ne maîtrise pas exactement le montant exact de ces fonds. Ça a grimpé jusqu'à 17 milliards. Oui, parce ça peut même dépasser, mais ça a grimpé jusqu'à 17 milliards. Bon, 17 milliards. 17 milliards à nos jours, Abdou Diouf, pratiquement, c'est pas grand-chose. Hein. 17 milliards à nos jours, c'est pas grand-chose aujourd'hui. D'accord. Et surtout pour un État. Surtout pour un État. Un chef d'État. Alors, mais il y a quelque chose que je voudrais qu'on en parle. Alors, les chefs d'État maintiennent ces fonds-là pour se soustraire à la reddition des comptes. Parce qu'on peut en soustraire autant que l'on veut, sans pour être un jour appelé pour mais non, vous ne pouvez pas contrôler ces fonds. Ces fonds sont incontrôlables. Non, ça dit qu'ils les utilisent. Ça dit que, vous savez... pourvu qu'il y ait des traces. En matière d'État, oui. alors si on vous donne
une gestion. C'est pas une gestion. Vous pouvez rendre compte un jour. Mais c'est pas une gestion. C'est des fonds qui lui ont été alloués. À lui maintenant quand même de voir qu'est-ce qu'il va en faire. Mais ça sort quand même du contrôle. Ça sort du contrôle. Donc là, vraiment, je ne pense pas qu'on puisse contrôler quand même les fonds politiques ou bien les fonds secrets ou la caisse noire, comme on contrôle par exemple un ministère ou on contrôle une direction. Une direction. Voilà. Okay. Je lui dis que là, c'est à peu près le salaire du président de la République. La République, tout à fait. Ok. D'accord. Changeons un peu de sujet pour aborder un autre domaine politique concernant la justice. Le Haut Conseil supérieur de la magistrature. Polémique autour du président Bassirou Diomaye Faye d'y rester ou bien se départir complètement de ce Haut Conseil. Tu sais, alors, quelles sont les analyses que vous faites sur mais ça? tu sais, Abdou, nous sommes un régime présidentiel pur et dur. Donc le président de la République, il est au début et à la fin de tout. De tout. Donc le président de la République, c'est lui qui nomme au poste militaire et civil. Donc les magistrats qu'on doit nommer à travers les postes de responsabilité, c'est le président qui doit entériner cela. S'il n'est pas au conseil de la magistrature, entre les magistrats eux-mêmes, est-ce que réellement les choses peuvent se passer comme on le souhaite? Parce que lui, pratiquement c'est lui qui tranche. C'est lui qui tranche. Il faut quelqu'un qui... il faut nécessairement quelqu'un à qui ils doivent se soumettre. Se soumettre, tout à fait. Pour dire que bon, voilà, on n'arrive pas à être d'accord sur ça. Parce que c'est entre eux les magistrats. C'est entre eux. Des fois, il peut y avoir des conflits. Qui va trancher? Il faut nécessairement aller voir le président de la République. Je suis d'accord maintenant. Pour moi, je préfère qu'il reste. Je suis d'accord maintenant, quand il y a un poste à pourvoir, que les magistrats lui fassent quand même des propositions. Voilà 5 propositions. À vous maintenant de nous choisir quelqu'un qui doit aller prendre ce poste-là. Ça, je suis d'accord. Alors lui, à partir de son bureau, à partir de ses informations et tout, il peut faire son choix. Mais laisser le choix de la nomination entre les magistrats eux-mêmes, il peut y avoir des conflits. Et puis, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le président a toujours été le chef suprême du Haut Conseil de la magistrature. C'est inévitable. C'est la seule façon de pouvoir, comment dirais-je, réguler quand même ces nominations. Et si ça l'échappe, est-ce qu'il n'aura pas de problème? Je ne pense pas que ça va l'échapper, parce que le choix lui revient. Et tout le monde sait que même les magistrats eux-mêmes ont demandé à ce qu'ils restent. Certains magistrats? Non, les magistrats qui ne sont pas d'accord, ceux-là ont pris leur retraite. Mais les magistrats en fonction, ils préfèrent qu'ils restent. Parce qu'ils savent ce qui peut arriver après. Il peut y avoir des règlements de compte. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, Mimi Touré, l'ancienne garde des Sceaux, demande au président Diomaye d'y rester. Donc, elle vous rejoint. Sinon, on aura un Sénégal avec une république des juges. C'est possible. Ouais. C'est possible. Ouais. Parce que le problème, ce qui nous est arrivé pendant le régime de Macky Sall. Du président Macky Sall. Mais j'ai dit que je vous ai dit ici que la justice n'a pas de problème. Il faut voir le problème auprès des justifiés, auprès des juges, auprès des magistrats, auprès des procureurs. C'est là-bas où se situe le problème. Mais ce n'est pas la justice en tant que telle. Tout à fait. Ce sont ceux qui incarnent la justice. C'est là où se trouve le problème. La justice est régie par des règles et des règlements, des lois. Mais malheureusement, si les règles ne sont pas appliquées par les juges, qu'est-ce qui va arriver? Par les pratiques. Et c'est ce qui est arrivé pendant le régime de Macky Sall. On a vécu beaucoup d'erreurs provenant des juges. Ils ont beaucoup écouté l'exécutif. Ils ont beaucoup écouté l'exécutif. Et il y a eu un problème, quelque part, de manque de connaissances, même au niveau de l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale vous interrogez le Conseil constitutionnel, ça c'est très grave. C'est très grave ça. Alors, donc il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de couacs.
Ils ont confondu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Macky a voulu être le chef suprême. Suprême, tout à fait. Suprême. Chef des députés, chef de la justice, chef de l'exécutif. Mais c'est ça le problème fondamental. Il a mis des gens qui étaient aux ordres. Et donc c'est ça le problème de la justice. Et je pense que les réformes sur la justice vont tout régler. Mais tu sais, Abdou, on n'avait même pas besoin de faire des réformes. Il suffit tout simplement de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le problème est réglé. Tout simplement, les hommes qu'il faut. Mais on a toujours eu cette justice depuis 5 ans, jusqu'à nos jours. Mais c'est à partir d'Abdoulaye Wade qu'on a commencé à avoir une justice penchante. Qu'on a commencé à avoir une justice, quelque part qui ne fait pas confiance. Mais est-ce que également, parce que maintenant le monde évolue, les mentalités évoluent également, on devait normalement penser à refaire un peu ou bien corriger un peu en fonction des réalités modernes. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que la justice, maintenant, si on laisse intacte depuis Senghor jusqu'à nos jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé? Et que le monde a évolué. Qu'est-ce qui a été changé lors de ces assises-là? Qu'est-ce qui a été changé? Rien n'a été changé je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont changé en gros sur la justice? À part certains comportements, ils ont compris que pendant le régime de Macky Sall, il y a eu quand même des choses au niveau des procureurs, les gardes à vue, comment dirais-je, les retours de parquet. Bon, il y a eu abus, quoi. Et l'excès de pouvoir du président de la République, parce que souvent, même Bassirou Diomaye l'avait dit quand il était dans l'opposition, le président a trop de pouvoir. Il a raison. Il a raison. Il s'est donné tout ce pouvoir-là. Nous sommes dans un régime présidentiel. Alors, même si tu regardes bien, au niveau de l'Assemblée nationale, mais ces députés-là, quelque part, pratiquement, les députés ne reflètent pas la population. Souvent, je dis que cette Assemblée, d'ailleurs, elle est illégitime. Et pour beaucoup de raisons, d'ailleurs. Je reviendrai sur ça, parce bien sûr. C'est une question que j'ai préparée pour vous. Donc, c'est-à-dire, le président en question, il a pris trop de pouvoir par rapport à Diouf, par rapport à Senghor. Diouf et Senghor, c'était des gens qui avaient beaucoup de respect pour l'état de droit. Même on peut vous donner autant de pouvoir, mais il ne faut pas en abuser. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ils ont abusé du pouvoir. Tout à fait. Trop de pouvoir. Parce que c'était des privés. Abdoulaye Wade, c'est lui qui a amené tout cela. Il a tout pris. Il a tout pris. Il était... D'ailleurs, Talla Sylla lui disait que... Sa fameuse chanson que tout le monde... voilà, c'est ça. Donc, l'exécutif a pris trop de pouvoir sur le législatif et sur, comment dirais-je, sur la justice. Okay. Alors, donc, et des fois aussi, ils prennent des gens manipulables. Ouais. Manipulables. Ils les mettent, ils les donnent des postes de responsabilité pour qu'ils agissent pour leur compte. Okay. Abdoulaye qui disait... Le juge, c'est un tailleur. C'est lui qui a amené ce terme, non? Ouais. Le juge n'est qu'un tailleur. Il suffit que tu lui donnes ton boubourek, c'est long, il coupe, c'est court, il augmente, etc. Et ça, c'est grave. C'est très grave. C'est pour un président de la République. C'est très grave de minimiser comme ça une autorité aussi importante qui est en quelque sorte un régulateur social. C'est très grave. Un pays avec une justice faible... c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Tout à fait. La justice, vraiment, c'est le régulateur social. Parce que quand il y a des problèmes, tu ne penses qu'à la justice. Tout à fait. Donc maintenant, si la justice vraiment n'est plus juste, on a des problèmes. Tu règles ça pour toi-même. Okay. Donc il est temps il est temps maintenant de... Moi, je suis persuadé qu'on n'a même pas... De tout mettre sur la bonne voie. J'ai dit, il y a 6 mois de cela avant l'alternance, j'ai dit, après Macky Sall, la justice prendra son indépendance, qu'on lui donne ça ou qu'on ne lui donne pas, elle prendra son indépendance. Ça, j'en suis persuadé. On n'a même pas besoin d'enlever ces gens qui étaient là en train de faire des trucs là. On les laisse là-bas, ils vont faire le travail. Parce qu'avec ce nouveau régime... les actes sont posés. Tu n'oses pas faire autrement. Et que les populations y adhèrent. Je dis, même s'il ne change personne,
il laisse ces mêmes éléments qui étaient là au temps de Macky Sall, qui faisaient tout ce que Macky Sall voulait, ils ne feront pas autrement. Ils vont travailler normalement, ça je te le dis. Ok. Alors ça c'est important. Mais alors, oui. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, M. Ibrahim Diadje Hindeba, qui est analyste politique, et il est le consultant principal de cette émission Océan Politique. Alors, M. Ba, Oui. La déclaration de politique générale, Oui. un fait saillant de l'actualité politique, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à présent, le Premier ministre, Ousmane Sonko, n'a pas présenté sa déclaration de politique générale au niveau de l'hémicycle. Pour cause, semble-t-il, de falsification du règlement intérieur. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Sénégal? Des députés du peuple se comportent ainsi. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que cette Assemblée nationale, elle est illégitime. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons. Quelles sont les Il faut que je remonte un peu en haut, là. Il faut voir comment ces députés ont été nommés. Comment ils ont été, comment dire, choisis, je veux dire. Élus. Dans un premier temps. Non, choisis dans un premier temps. Ok, d'accord. Vous vous souvenez, en 2022, lorsqu'on déposait les listes là, à l'Assemblée nationale, il y a une liste qui n'a pas de suppléant. Il y a une liste qui n'a pas de titulaire. Ouais. Vous trouvez ça normal? Et pourtant, ils sont partis aux élections. Ils sont partis aux élections. On n'a jamais vu une élection où les deux listes ne sont pas présentes. C'est ce qu'on a vécu. Hein, Donc, un. De deux, pour monter l'Assemblée nationale, il y avait des gendarmes un peu partout. Ouais. Il a fallu l'assistance de la gendarmerie pour qu'on puisse monter cette assemblée. Et les forces de l'ordre ne doivent pas Jamais de entrer dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, c'est une institution, c'est pas normal. C'est pas normal. Deux. Trois, parmi les députés de Benno Bokk Yakaar, tous les députés de Benno Bokk Yakaar, je dis, ils avaient tous présenté une procuration. Chaque député avait donné une procuration. La procuration, c'est pourquoi? C'est pour quelqu'un qui n'est pas présent. Ouais. Comment quelqu'un qui est présent puisse donner une procuration? On les avait obligés de signer une procuration pour un cas. 3. Donc, ils avaient préparé ça. Mais tout a été préparé parce qu'ils voulaient coûte que coûte éliminer. Planifié. Éliminer Mimi Touré. Tout à fait. Parce que s'ils n'avaient pas fait cela, Mimi Touré et ses militants, députés, allaient voter contre. Tout à fait. Donc ça a été préparé. Planifié. Planifié. Donc on leur a demandé des procurations. Maintenant, si tu boudes, ils vont voter avec ta procuration. Si tu ne vas pas voter, ils vont voter avec ta procuration. 3. 4. Il y avait des ministres dans le gouvernement qu'on avait dit que vous n'avez pas droit de vote. Mais ils ont forcé, ils ont voté en tant que ministre. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Le président de la République était obligé d'accepter la démission du gouvernement pour que ces ministres puissent aller voter à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Tu vois? Donc voilà pourquoi je dis que cette Assemblée, elle est illégitime aux yeux des Sénégalais. Elle ne représente pas le peuple. Et ça se vérifie d'ailleurs. Ça se vérifie. C'est une Assemblée, c'est des députés qui ne sont pas des patriotes. Maintenant, pour en ce qui concerne la déclaration de la politique générale d'Ousmane Sonko, pour un rappel historique, depuis 2000, il n'y a que Moustapha Niasse. Il n'y a que Moustapha Niasse comme Premier ministre qui a eu à faire une déclaration de politique générale sans avoir une, comment dirais-je, une majorité à l'Assemblée nationale. C'est le seul. Et avant qu'il y aille, on avait déjà anesthésié ces députés-là avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye avait négocié avec ces députés-là pour que Moustapha Niasse puisse faire sa déclaration de politique générale sans être censuré. Mais ici, on nous parle de falsification. J'arrive. Okay. Ce n'est pas falsifié. C'est que ça n'a pas été, comment dirais-je, rectifié. Ils n'ont pas falsifié, ils n'ont pas rectifié. Tu sais, même ce poste de Premier ministre. Et est-ce qu'il devait rectifier? Mais bien sûr. Okay. Parce que dans un premier temps, le président de la République a supprimé le poste de Premier ministre. Et quand le poste de Premier ministre est supprimé, ça va avec tout ce qui va avec le Premier ministre, la déclaration de politique générale, motion de confiance, motion de censure, etc. Tout ceci doit être supprimé.
Et lorsqu'il a supprimé le poste de Premier ministre, il n'y avait plus ça sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et on a conservé ce même règlement intérieur. Tout ce qui concernait le Premier ministre a été supprimé. Okay. Donc, lorsqu'il a ramené le poste de Premier ministre, là aussi, là où il a piétiné encore la loi, il a ramené le poste de ministre pendant presque, le poste de Premier ministre, pendant presque 2 ou 3 mois, il n'a pas nommé un autre Premier ministre. Et pourtant, c'est illégal. Tous les actes qu'il a eu à signer doivent être contresignés par le Premier ministre. Pourtant, ça n'a pas été fait. Lorsqu'il a ramené le poste de Premier ministre par la loi, malheureusement, ils n'ont pas ramené tout ce qui était parti. Tout ce qui concernait le Premier ministre, ils ne l'ont pas ramené. C'est-à-dire la déclaration de politique générale, la motion de confiance, la motion de censure, etc. Tout ceci n'a pas été, comment dirais-je, réglé dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et des députés avaient comment dirais-je, notifié ça au président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un comme Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo, tout à fait. Il a écrit une lettre qu'il a envoyée au président de l'Assemblée nationale pour lui faire comprendre qu'il faut qu'on rectifie, avec le retour de poste de Premier ministre, il faut qu'on rectifie le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il avait crié haut et fort. Il a dit oui, mais il n'a pas exécuté. Ils ont gardé toujours le même règlement intérieur qui concernait le départ du Premier ministre. Lorsque Ousmane Sonko est arrivé, comme je vous l'ai dit, personne à part comment dirais-je, Moustapha Niasse, parmi tous les premiers ministres, je crois ils sont 15 ou 16, quelque chose comme ça, personne n'est allé à l'Assemblée nationale sans y trouver une majorité qui l'appartient. Mais est-ce que Amadou Ba n'a pas présenté sa déclaration de politique générale? Mais justement, j'arrive. Amadou Ba, avant qu'il n'arrive, on lui a envoyé une lettre. Une lettre pour lui dire que tu ne dois pas venir à l'Assemblée nationale. Toujours les mêmes cracks, les mêmes intellectuels de l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagna et Mamadou Lamine Diallo. Tu ne dois pas venir à l'Assemblée nationale parce que le règlement intérieur que nous avons ne te concerne pas. Tu n'es pas là-dedans. Et il est allé. Il est allé. Lorsqu'il est allé, ils ont pris l'autre règlement intérieur qui concernait l'autre Premier ministre, qui n'est pas en règle. C'est ce règlement intérieur-là qu'ils ont amené. Ils ont travaillé sur ce règlement intérieur-là. Et ça, c'est grave, ça. Voilà. Donc, il est venu sur ça. Donc, il a fait une déclaration de politique générale illégale, dans l'illégalité. Maintenant, ils te diront que les autres aussi ont déposé une motion de censure contre Amadou Ba. J'ai dit aussi qu'ils l'ont fait dans l'illégalité. Ok. Ils ont tous fait dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Maintenant, que Ousmane Sonko veuille venir à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale, mais il a été interpellé par Guy Marius Sagna pour lui dire que tu n'as pas le droit de venir. Parce que le règlement intérieur que nous détenons ne parle pas de Premier ministre. Tu n'es pas concerné. Il faut qu'on le rectifie d'abord. Qu'on mette tout le nécessaire concernant le Premier ministre pour que tu puisses venir maintenant. Et c'est sur ça que Ousmane Sonko a répondu directement, pas dans un cadre général. Il n'a pas répondu à l'Assemblée nationale. Il a répondu à Guy Marius Sagna. Alors, c'est là la confusion des députés de l'Assemblée nationale. Il a répondu à Guy Marius Sagna. Ce n'est même pas sur les réseaux sociaux ou bien sur une lettre, mais c'est sur sa page Facebook. Il a dit que, donc, j'attends à ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit rectifié, soit réglé pour que je puisse venir. Sinon, d'ici le 15, si ce n'est pas réglé, je vais faire ça autrement. Il a proféré des menaces. On le considère comme des menaces. Si vous ne faites pas ça, moi, je le fais d'une autre manière. Voilà. Là aussi bon, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'était normal ou bien c'était une stratégie? C'était normal de dire ça? Alors, ou bien c'était une stratégie de faire plier... Parce que là je considère que c'est une déclaration politicienne. Je ne pense pas que ça soit une déclaration étatique. Je trouve que c'est une déclaration politicienne parce que c'est sur la page Facebook. Et les gens... C'est pas une lettre d'État. Les gens l'ont attaqué sur ça en disant que vous avez... vous ne devez pas violer... Mais ils ont profité de l'occasion. Mais eux aussi, ils ont violé. Parce que le seul fait que Ousmane Sonko dise cela, eux, ils ont violé une loi. Parce qu'ils ne devraient pas renvoyer le ministre des Finances. Ça aussi, c'est une loi organique. Tout à fait. Ils devraient le recevoir. Discuter sur le budget.
Eux, ils ont violé la loi. C'est eux qui ont violé la loi. Mais lui, personnellement, il n'a fait que parler. Il n'a pas encore violé. Il n'a fait que parler. Il devrait l'attendre jusqu'à la fin pour voir est-ce qu'il va respecter ce qu'il a dit, oui ou non. Mais eux, ils ont violé la loi. Parce que ça, c'est une loi organique. Ils devraient recevoir le ministre du budget. Le ministre, comment dirais-je, du budget. Alors, une déclaration de politique générale est importante pour qu'on sache la feuille de route du nouveau gouvernement, n'est-ce pas? Je suis d'accord pour qu'il fasse une déclaration de politique générale pour une seule raison. Mais sinon, j'aurais préféré qu'il attende qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale pour faire une déclaration de politique générale. Tu sais pourquoi? Parce que ces députés-là ne représentent pas le peuple. Ils ne reflètent pas le peuple. Donc leur dire ce que tu as l'intention de faire, ça n'a pas de sens. Mais tant qu'on n'a pas organisé d'autres élections législatives, je suis d'accord. Mais faire une déclaration de politique générale devant cette séance, devant ces députés-là, c'est important. Pourquoi? Parce que ça peut permettre au Premier ministre de dire aux Sénégalais comment ce pays a été géré pendant 12 ans. Faire l'état des lieux. Prendre tout le temps nécessaire pour nous dire tout ce qui s'est passé dans ce pays-là. Pour tout ce qu'ils ont fait de mauvais dans ce pays-là. Comment ils ont gaspillé cet argent. Comment ils ont détruit notre économie. Comment ils ont tout fait pour que notre économie, comment dirais-je, n'arrive pas à s'envoler. Voilà le problème fondamental. Moi, pour cette déclaration seulement, je préfère qu'il aille faire une déclaration de politique générale. Mais sinon, je préfère dissoudre l'Assemblée nationale, qu'on dissoute l'Assemblée nationale pour une autre élection, pour une autre représentativité qui reflète le peuple. Parce que si c'est le mouvement de ces députés-là, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont de l'opposition. Non. Il y a même les multinationales qui sont derrière. Parce que tu sais que beaucoup de multinationales aujourd'hui, au niveau international, beaucoup de gens attendent la déclaration de politique générale du Premier ministre pour savoir où est-ce que nous allons. Mais c'est important. S'il n'y a pas de déclaration de politique générale, les investisseurs, surtout étrangers, ne mettent pas leur argent. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais pour autre chose aussi, pour voir quels sont nos partenaires, qu'est-ce que nous envisageons, qui sont nos vrais partenaires aujourd'hui, qui sont les vrais partenaires du Sénégal, quelles sont les relations que le Sénégal est en train de tisser avec les autres pays. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, tout le monde a besoin de cette déclaration de politique générale. Et je crois que les députés devraient être quand même beaucoup plus patriotes, soutenir le président, le Premier ministre, soutenir le président de la République. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qu'ils feront de mauvais, ce serait au détriment du pays, ce serait au détriment des Sénégalais. Et même à leur détriment. Bien sûr, parce que c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Mettons-les dans ce sac. C'est des Sénégalais. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là, qu'on les aide à travailler ou qu'on les mette les bâtons dans les roues, ils sont là pour 5 ans. Donc mieux vaut les aider, mieux vaut les soutenir pour l'intérêt des Sénégalais et du Sénégal. C'est ça le problème. Voilà pourquoi moi je ne suis pas satisfait de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi j'ai du mal à comprendre les députés de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Mimi Touré prône pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Il donne une justification. Cette Assemblée ne reflète pas la réalité politique actuelle. Et elle a raison. Donc vous êtes d'accord avec lui? Oui, elle a raison. Okay. Mais il semblerait que les négociations sont en train de se faire pour que le Premier ministre puisse faire sa déclaration de politique générale. Les négociations sont avancées. Mais c'est parce qu'ils étaient en train quand même de faire des choses qui n'étaient pas trop étatiques. Parce que, arrivé à un certain moment, ce serait quand même la confusion entre deux institutions. Et si ça continue comme ça, le président de la République pouvait prendre une décision, il pouvait évoquer l'article 52. Oui. Et ça, c'est très grave, et c'est pas bon. Parce que le président de la République a les prérogatives de dissoudre cette Assemblée à partir du 31 juillet. Mais bien sûr. Si le problème persiste, alors là, on pourrait s'attendre à la dissolution.
prochaine. Mais s'il y a même empoignade entre ces deux institutions, il peut même évoquer une crise institutionnelle. Il évoque une crise institutionnelle, il évoque, comment dirais-je, avec l'article 52, il règle le problème. Mais ce n'est pas bon pour notre pays, ce n'est pas bon pour eux aussi. Mais quand même, il a été très responsable. Il a appelé le président d'après ce qu'il a dit. Ils ont discuté. Je crois qu'ils sont en train de négocier là-dessus. Ils vont tout régler. Maintenant, Ousmane Sonko sera là-bas pour faire sa déclaration de politique générale. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont, comment dirais-je, respecter cette déclaration? Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à l'humilier? Parce que techniquement, ils ne sont pas bien outillés pour contrer sa déclaration. Mais peut-être quelque part, ils peuvent même évacuer la salle après la déclaration de politique générale. Ils sont non capables. Et le dernier conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions, parce que j'ai même entendu dire que la déclaration de politique générale est déjà prête. Mais on attend que l'Assemblée nationale. Il l'avait dit depuis longtemps. Et pourtant, avec les rumeurs et tout ça, mais nous, on ne se fie pas aux rumeurs, ou bien avec les politiciens qui attaquent, alors ils disent que le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas de sujet à traiter à l'Assemblée nationale. Oui, est-ce que ça, ça n'a pas de sens. C'est une justification? Non, ça n'a pas de sens. Logique. Non, ça n'a pas de sens. C'est très facile, ça, de faire une déclaration de politique générale. Parce que la déclaration de politique générale, c'est quoi? C'est tout simplement des paroles en l'air. Ouais. Il n'est pas obligé de respecter ce qu'il dit. Donc, on peut lui donner un document comme ça, bien rempli, bien corrigé, etc. Il vient, il lit, il fait tout. En sortant, il fait tout ce qu'il veut. Ça n'a rien de comment dirais-je, quelque chose qui peut lui, je ne sais pas, empêcher de dérouler ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de contrainte. Okay. Alors, le dernier conseil des ministres avec de nouvelles nominations. Alors, ce qui m'a le plus frappé, celui de Thiendella Fall, qui a été démis de ses fonctions de DG de la Direction générale des élections, remplacé par un certain Biram Sen. Qu'en dites-vous? Mais bon, c'était prévisible. Thiendella, on l'a trop utilisé pendant la crise électorale. Il a été trop utilisé, mais quoi qu'on puisse dire, il n'a rien fait lui. Il n'a fait qu'exécuter. Il était sous ordre. Il était sous l'ordre du ministre de l'Intérieur. Le ministre était sous l'ordre du Premier ministre, le président de la République. Il ne faisait qu'exécuter. Franchement, Thiendella, je le connais, c'est un voyant commissaire, un grand travailleur, quelqu'un qui connaît très bien les élections, mais quoi qu'on puisse dire, il était sous ordre. Tout à fait. Il était sous ordre. Moi, je le connais très bien. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien ce truc-là, mais vous ne pouvez pas refuser. Il a perduré là-bas, d'ailleurs. Oui, il connaît. Il maîtrise ça. Les yeux fermés, il fait le travail. Ouais. Il n'a rien fait de grave. C'est peut-être quelque part aussi. Est-ce qu'il doit partir à la retraite? Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Hein? Ça fait longtemps, bientôt, sa retraite. Okay. Mais il n'a rien fait de grave. Il n'a fait qu'exécuter les ordres du président de la République, Macky Sall. Rien d'autre que ça. Okay. Voilà. Mais est-ce que des fois aussi, il ne faut pas refuser d'exécuter certains ordres? C'est difficile qu'un fonctionnaire puisse quand même... c'est des ordres. C'est des ordres. Parce que tu n'as aucun élément valable pour ne pas exécuter. Okay. C'est ça. C'est comme l'armée, on doit exécuter. Mais oui, pas complètement comme l'armée, mais quand même, après tout, c'est un fonctionnaire, quoi. C'est un fonctionnaire. Mais il y a des textes qui vous défendent. Oui, bien sûr. Alors, ou bien... c'est que tu le fais, tu es assis, tu ne le fais pas, tu es debout. Tu es debout. Oui. Il n'y a que ça, hein? Assis ou debout. Hein? Et ça, c'est grave. Alors, on va aborder le dernier point, parce qu'il nous reste 5 minutes. Abdou Mbow a déclaré que le président de la République, Abdou Mbow, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, il a fait une déclaration en disant que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ignorait les procédures étatiques, soulignant une prétendue méconnaissance de la différence entre décret et arrêté. Il a affirmé que le président ne savait pas que pour augmenter la facture de l'eau, il faut des arrêtés ministériels.
insinuant ainsi une gestion incompétente. Est-ce que, en tant que parlementaire, il devait tenir ces non, pas du tout, parce que les abscisses, ça existe. C'est tous le président n'est pas censé quand même de tout maîtriser. Il a des conseils. Il a été en conférence de presse. Il y a des choses qui peuvent l'échapper. Combien de fois ça arrive à un président de la République? Combien de fois? C'est des lapsus. C'est des choses, peut-être, ces lapsus-là. On en a vu, Ousmane Sonko, c'est à cause de lapsus-là qu'il n'est pas président, qu'il n'est pas candidat à la présidentielle. Ismaïla Madior Fall, c'est ce lapsus-là qu'il a validé. Les insultes d'aujourd'hui. Donc, c'est des détails, donc c'est pas la peine qu'on s'en accroche. Un décret, comment dirais-je, un arrêté, tout ça, c'est quoi? À quoi ça peut nous servir, ça? Est-ce qu'ils ne consomment pas? C'est parce qu'ils ne consomment pas jusqu'à présent leur défaite. Mais malheureusement, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Parce que quoi qu'on puisse dire, Macky Sall, il a été élu pour avoir 2 mandats, maximum. Il a eu ces 2 mandats. Mais Nagoré, là où ils sont, ils ne peuvent rien faire pour que Macky Sall revienne au pouvoir. Donc ils n'ont qu'à s'organiser d'une manière patriotique, d'une manière élégante, pour se retrouver dans l'opposition et aller à la recherche encore des voix. Mais de cette manière, les gens continuent toujours à les haïr. À les renier. Oui, c'est ça le problème fondamental. Parce qu'il y a des déclarations vraiment... Mais c'est trop terre à terre. C'est trop terre à terre. C'est trop terre à terre. Il faut éviter, quoi. Oui, c'est ça. Alors, la baisse des prix de denrées de première nécessité, les Sénégalais ont ressenti ça. Tu sais, la baisse, quoi qu'on puisse dire, tu sais, le pouvoir ne peut pas te donner ce qui ne l'appartient pas. Tout à fait. Nous ne maîtrisons pas la nourriture. Le pouvoir ne maîtrise pas la nourriture. C'est les commerçants qui maîtrisent cela. Okay. Maintenant, pour pouvoir diminuer les prix de ces denrées-là, il faut négocier avec les commerçants. Comment? Il faut céder une bonne partie de votre part de taxes douanières pour permettre quand même aux commerçants de pouvoir réduire, comment dirais-je, les prix de denrées de première nécessité. Maintenant, si on voit par exemple la diminution sur l'unité, on peut dire que ce n'est pas beaucoup. Mais pour comprendre quand même l'importance de la diminution, il faut calculer ça en gros. C'est-à-dire quand il s'agit du riz, du sucre, en quintal ou en tonnes. Tu comprendras tout de suite que quand même la diminution est importante. Importante, tout à fait. Le riz, l'huile est consort en kilolitres, hectolitres, etc. C'est comme ça qu'il faut calculer la diminution pour comprendre l'importance de cette diminution. Parce que le gouvernement, pour pouvoir obtenir ces diminutions, il était obligé de lâcher, comme il l'a dit, plus de 53 milliards de ces taxes, de sa part de ces taxes, pour que les commerçants puissent quand même diminuer ces prix, ces denrées de première nécessité. Alors, il y a un fait important également, les impôts. On a constaté que beaucoup de sociétés, d'entreprises qui ne payaient pas d'impôts, alors maintenant commencent à le faire. Mais ça, c'est normal. Parce qu'ils avaient pris habitude de ne pas payer. Mais est-ce que réellement, ils n'étaient pas en train de payer d'une autre manière? Alors, au lieu de payer légalement 1 million, tu payes illégalement 300 000. C'est la question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas cette habitude qu'ils avaient? Maintenant, si on les impose de payer légalement, mais ça devient grave parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Des fois, ils se cachent derrière, oui, on va bloquer l'économie, ça va nous permettre, ça va nous empêcher de faire des recrutements, etc. C'est faux. Et le président est ferme. Ah, mais il doit être ferme. Il dit qu'ils vont tous payer. Tu sais pourquoi? Parce que présentement, ils ont beaucoup de difficultés financières. Hein? Parce que les gars, ils ont fait beaucoup de gabegie. Donc, on est obligé aujourd'hui de taper sur les fonds intérieurs pour pouvoir quand même régler pas mal de problèmes. Parce que ils ont fait beaucoup de gâchis. Alors, donc, il faut vraiment taper sur les impôts, sur les taxes, pour au moins avoir ce qu'on appelle une rentrée d'argent. Tout à fait. Parce qu'il y a les salaires qui nous attendent.
il y a les énergies, etc. En attendant maintenant, c'est pour cela qu'ils sont allés emprunter de l'argent. L'eurobond, c'est à cause de tout cela, ils n'ont rien trouvé. Okay. Ces pièges que Macky Sall nous a posés, je dis que vraiment c'est de l'ingratitude. Quand Macky Sall, quand même, à 3 mois de son départ, il devrait casser sa plume, de ne plus signer, de ne rien faire. Mais s'il se permet quand même à 2 mois, 3 mois, à 10 jours de son départ, de continuer de signer, à signer des décrets, hein, comment dire, de prendre des engagements, etc. Comme ça, sans chercher à comment d'augmenter des salaires, des nominations par-ci par-là. Tout ça pour mettre en mal le régime qui va arriver à ces gens-là. Ça, c'est très grave. Je dis que Macky est ingrat. Avec tout ce que les Sénégalais ont fait pour lui, il ne devrait pas agir de cette sorte. Parce que quand il le fait, c'est pour empêcher les gens là de travailler. Cela, Abdou, s'il ne travaille pas, qui va en souffrir? Tout le monde. Mais les Sénégalais, le Sénégal, le peuple. Et ils seront là en train de faire du n'importe quoi jusqu'à ces 5 ans. Mais Macky ne devrait pas agir comme ça. Parce qu'Abdoulaye Wade ne lui avait pas fait ça. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf ne lui avait pas fait ça. Donc il ne devrait pas avoir ce comportement ingrat vis-à-vis des Sénégalais. Avec tout ce que les Sénégalais ont fait pour lui. Et les Sénégalais ont compris. Alors, abordons pratiquement le dernier sujet, le foncier. On a vu également que le président a bloqué des hectares qu'on avait attribués à des gens. On ne sait pas de quelle manière. Alors, pour faciliter l'accès au foncier à tout le monde. Il a même parlé durant le tout dernier Conseil des ministres que le Premier ministre puisse prendre des dispositions. Alors, il a même utilisé un mot que j'ai beaucoup aimé, un cadastre universel qui va faciliter l'accès au logement à tout le monde parce que le logement est vraiment, ça hante la vie des populations. Tu sais, Abdou, qu'en dites-vous? Il faut qu'on se dise la vérité. Ce problème de logement-là, c'est un problème très sérieux pour les Sénégalais. Et il n'est pas normal, il n'est pas sérieux que les hommes d'affaires accaparent les terres de cette façon. Des hommes d'affaires, des gens riches au détriment des pauvres. Au moment où ces pauvres-là sont en train de chercher 150 mètres carrés, uniquement pour pouvoir construire 2 cases, 3 cases pour y vivre. Toi, tu as des hectares que tu vas revendre à des milliards. Ça, c'est pas normal. Moi, je crois que ces jeunes-là, ils nous ont compris. Ils nous ont compris, ils ont compris les Sénégalais. Ils ont pitié des Sénégalais. Tout à fait. C'est pour cela que, vraiment, il faut prier pour eux. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'il y ait cette redistribution pour que, quand même, les Sénégalais, les plus démunis, puissent quand même en bénéficier. Ça, vraiment, c'est mon souhait, moi, personnellement. Okay. Et il a utilisé le mot cadastre universel. Mais voilà. C'est un mot parce qu'ils y connaissent. Parce que moi, je n'ai jamais entendu ça. Ils s'y connaissent. Moi, je ne le connais pas, c'est un terme technique. C'est des gens qui s'y connaissent. Parce qu'on se limitait à cadastre simplement, mais si on dit cadastre universel... Mais cadastre universel, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et ça, ils s'y connaissent. Ça mérite... Parce que quand les gens pensent qu'ils n'ont jamais été directeur général, ils n'ont jamais été, comment dirais-je, ministre, etc., ils croient qu'ils ne maîtrisent pas l'État. C'est parce qu'ils se trompent. Mais de leur service, ils maîtrisaient les finances beaucoup plus. Mais mine de rien, c'est des inspecteurs impayés. Un inspecteur... Mais quand j'entends un gosse comme Bougane en train de les sous-estimer, je dis que toi, tu ne comprends rien. Ces jeunes-là, ils sortent de l'école la plus prestigieuse du Sénégal. Donc lui, il n'est pas sorti. Macky Sall, en tant que président de la République, il n'est pas sorti de cette école. Donc, ces jeunes-là, il faut prier pour eux. En tout cas, moi, personnellement, je suis persuadé que les actes qu'ils sont en train de poser, je suis en phase avec eux. Et je suis très critique. Et Dieu m'a permis quand même d'avoir une capacité de comparaison. Tu sais pourquoi? Je suis là depuis Senghor. Depuis Senghor, je suis là. J'ai fait de la politique, j'ai commencé à faire de la politique depuis 1974.
Donc j'ai une capacité de pouvoir faire quand même la comparaison entre Senghor et ces jeunes-là, entre Abdou Diouf, etc. Tu sais, ces jeunes-là, s'ils avaient remplacé Abdoulaye Wade, non, le Sénégal était parti depuis longtemps. On aurait pu décoller. Notre seul problème, c'est le régime qui s'est interféré entre Abdoulaye Wade et ces jeunes-là. C'est ce régime de Macky Sall qui a tout gâté dans ce pays-là. Et je crois qu'avec la réduction des comptes, ils vont régler ces problèmes-là. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si on vous a choisi comme consultant principal de cette émission, alors ce n'est pas le fait du hasard. Ça, je le dis à nos chers auditeurs. Votre expérience, votre capacité d'analyse, vraiment que nous saluons. Et vraiment, nous prions aussi pour que Dieu vous laisse devant nous pendant très longtemps pour pouvoir bénéficier de votre expérience surtout. Votre dernier mot, M. Ba? Mais sinon, remercier tout le monde, remercier les auditeurs. Bon, s'excuser quand en émission, c'est comme ça. Et puis, nous prenons relâche. Des fois, on ne maîtrise pas tout, on perd les mots, etc. Quand on a un certain âge, vraiment, c'est pas facile, quoi. En tout cas, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut dire aussi, c'est toujours dans le sens de vouloir construire ce pays-là pour qu'il aille de l'avant, pour que tout le monde soit à l'aise et prier pour tous les dirigeants. C'est ça. Merci d'être venu. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Ibrahim Diadje Hindaba, qui est analyste politique. Merci M. Ba. Merci à Abdou Faye qui a assuré la partie technique. Merci au personnel de Océan FM. Merci au directeur M. Abdoulaye Diop, au rédacteur en chef Moussa Niang, que nous souhaitons prompt rétablissement. Merci à tout le monde. À dimanche prochain pour un autre invité.